Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Normand Latour et bienvenue à cette sixième émission de notre série Perspectives en direct. Encore une fois, aujourd'hui, je vous parle en direct de chez moi. Les conditions, les normes sanitaires en Ontario et plus particulièrement à Ottawa nous empêchent encore une fois de nous déplacer pour nous rendre dans les bureaux de CICAN qui sont situés au Château-Laurier, au centre-ville d'Ottawa. Je salue donc notre équipe technique, où que vous soyez. Tout le monde nous parle, tout le monde travaille de la maison encore aujourd'hui. Permettez-moi tout de suite de souligner nos partenaires corporatifs, grâce à qui nous sommes en mesure de vous présenter plusieurs des activités que CICAN vous propose. Je pense à Avis Budget, notamment BGIS, Field Effect et la TD qui soutiennent nos activités régulièrement, notamment notre émission Perspective en direct en français, de même qu'en anglais. En compagnie de mon co-animateur aujourd'hui, Pierre Zundel, nous allons aborder un sujet d'actualité qui est important. Pierre est président-directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Nous allons parler de la pérennité du recrutement des étudiants internationaux. C'est devenu un enjeu crucial pendant cette crise planétaire pour plusieurs institutions postsecondaires. Et pour en discuter, nous avons réuni autour de notre table virtuelle M. Claude Marchand. Claude est président-directeur général de LCI Éducation. C'est un réseau qui regroupe 23 établissements d'enseignement supérieur à travers le monde. Il nous parlera de Montréal. Nous allons retrouver en France Annick Chailloux, qui est responsable des relations internationales de l'Institut universitaire de technologie de Lannion en France, et M. Mohamed Fadel Niang. Fadel est coordonnateur national du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel pour l'Afrique de l'Ouest et nous parlera en direct du Sénégal. C'est quand même remarquable d'être en mesure de vous présenter une émission de cette ampleur-là avec des gens qui sont aussi loin. Pour vous présenter notre émission, je vous rappelle que nous utilisons la plateforme Facebook Livestream, mais aussi la plateforme interactive Slido. Je vous invite d'ailleurs à nous y retrouver si ce n'est pas déjà fait. L'information pour s'y rendre est à l'écran maintenant. Quand vous y êtes, en haut à la droite de votre écran, vous verrez apparaître des onglets où vous pourrez réagir pendant l'émission, poser des questions que je me ferai évidemment devoir de poser, à nos invités. Et c'est à cet endroit que vous allez retrouver tout de suite, d'ailleurs, notre question sondage du jour. La voici. La pandémie, la COVID-19, a complètement changé le contexte de recrutement des étudiants internationaux. Alors, selon vous, que devraient faire les collèges et les instituts en priorité pour assurer le succès de leurs efforts de recrutement pour l'année scolaire qui vient? Est-ce A, d'élaborer des stratégies de communication ciblées? Est-ce d'améliorer la qualité de l'enseignement en ligne comme facteur de différenciation, de diversifier leur stratégie de recrutement d'étudiants internationaux ou encore d'augmenter les services aux étudiants? Alors, je vous invite à répondre dès maintenant. Et pour tout de suite, nous allons tout de suite retrouver la présidente directrice générale de Collège et Institut Canada qui nous parle en direct de chez elle. Denise, bonjour. Denise Amiot. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Denise, comme vous le faites régulièrement en début d'émission, je vous invite à reconnaître les Premières Nations et les peuples autochtones. En effet, alors je veux reconnaître que le territoire sur lequel nous tenons notre émission virtuelle est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Merci beaucoup, Denise, pour cette précision. Le recrutement international a toujours été au cœur des priorités des membres de CICAN, Denise. En effet, Normand, depuis près de 50 ans, Collège et Institut Canada excellent en éducation, en formation et en innovation à l'échelle internationale et nationale, naturellement. Et nous coordonnons actuellement 111 programmes de premier plan dans 15 pays partout dans le monde, d'une valeur de près de 175 millions de dollars. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces projets ont permis à nos membres, soit les gens de la direction, le corps professoral ou encore les étudiants eux-mêmes, des collèges et des instituts, d'acquérir non seulement une visibilité et une notoriété mondiale, mais des expériences canadiennes pas mal extraordinaires. Et les collèges et instituts canadiens, ils sont reconnus à l'échelle internationale comme étant des chefs de file en enseignement supérieur pratique et axé sur l'emploi. Et en tant que porte-parole nationale et internationale des collèges et instituts du Canada, nous, comme association,
On travaille avec le gouvernement fédéral pour améliorer les politiques et créer des programmes qui facilitent la mobilité des étudiants et le recrutement d'étudiants internationaux. Par exemple, à la fin de 2018, et ça, c'est pas beaucoup connu, c'est pas mal impressionnant de savoir qu'on comptait plus de 212 000 titulaires de permis d'études dans les collèges et instituts au Canada. Donc, on ne se doute pas de la répercussion que peut avoir la pandémie pour les institutions qui sont membres de CICAN. Ouais. Avec l'arrivée de la COVID-19 là, en mars dernier, donc ça fait plus d'un an déjà, nos membres ont dû composer avec des ressources limitées. Oui. Et ils ont vraiment constaté que les méthodes conventionnelles de recrutement d'étudiants internationaux, c'était très, très restreint. Quand tu peux pas voyager, qu'est-ce que tu fais? Alors, les restrictions naturellement liées au voyage, les mesures sanitaires imposées, ça veut dire que nos collèges et instituts, ils ont dû intervenir, d'une part, pour motiver et aider les étudiants internationaux d'une autre façon, tout en rassurant les marchés du monde entier sur le fait que ce secteur-là est incroyable, est vraiment, vraiment précieux et qu'il faut que ça résiste à la pandémie. Ça veut dire qu'on a travaillé sans relâche au cours de la dernière année avec les décideurs politiques du gouvernement fédéral, les responsables de l'immigration, entre autres, le secteur privé et différents paliers de gouvernement, que ce soit au provincial ou même au municipal, parce que les agences publiques de santé sont souvent régionales, pour continuer à miser sur l'accès, le soutien et la santé des étudiants. À l'échelle mondiale, on sait que la distribution des vaccins s'accélère et que les mesures de confinement seront levées, on espère, sous peu. Ouais. Ça veut dire qu'on commence déjà à réfléchir qu'est-ce que ça va être quand on va retrouver comme planète une certaine normalité. Et ça veut dire quoi, par exemple, à l'automne prochain? Je dois te dire, Normand, que j'entends de plus en plus de membres me dire que l'enseignement se fera en présentiel en septembre ou à 80% de présentiel parce qu'il semble que les étudiants et les enseignants aiment beaucoup aussi cette flexibilité-là qu'on a de faire les choses au niveau numérique. Et l'émission d'aujourd'hui, ben, ce que ça fait, ça nous permet de discuter du recrutement des étudiants internationaux, comment ça s'est déroulé pendant la pandémie, mais surtout penser à l'avenir de ce secteur-là dans ce que j'appelle l'après-pandémie. Alors, on sait et on espère que notre secteur va demeurer très concurrentiel. Le Canada a une situation avantageuse. Tout le monde sait qu'on a pris soin de nos étudiants internationaux pendant la pandémie. On sait que nos étudiants internationaux, ça représente l'avenir de l'immigration pour notre pays. Puis ça soutient les économies locales partout à travers le pays. Puis on sait que ça permet souvent d'offrir plus de programmes au niveau domestique à cause de l'arrivée des étudiants internationaux. Alors aujourd'hui, on a des invités formidables et puis j'ai bien hâte que vous entendiez les deux étudiants qui vont nous parler de leur expérience internationale. Alors, à toi maintenant, Normand. Merci beaucoup, Denise, et j'espère que vous allez vous aussi apprécier ces commentaires et cette discussion que nous nous apprêtons à vous présenter en vous rappelant que vous pouvez toujours émettre vos propres questions et vos commentaires en utilisant la plateforme Slido. Je retrouve maintenant Pierre Zundel qui nous parle de Bathurst. Vous êtes en début d'après-midi chez vous, Pierre? En effet. Pierre, si la présence d'étudiants internationaux était rare autrefois, c'est vraiment très rare, aujourd'hui, la donne a complètement changé. Est-ce que ce qui se passe chez vous est un peu à l'image de ce qui se passe ailleurs au pays?
Je pense qu'il y a des nuances régionales, mais chez nous aussi, on a vu une croissance très rapide des effectifs internationaux. Par exemple, pour nous, dans les 5 dernières années, on a triplé la proportion. On est passé de 10 à 30 de notre effectif étudiant quand même. internationaux. Et comme dans beaucoup d'autres régions minoritaires, les étudiants internationaux sont une source essentielle d'immigration francophone. Et donc, ça aussi, ça a changé au niveau des politiques publiques. Ça devient une priorité pour nos gouvernements en même temps. Pardon, excuse-moi. J'allais dire, comment on fait, Pierre, pour recruter ces étudiants-là? Il faut aller les chercher un à la fois? En fait, on a viré rapidement vers le numérique. On a fait des foires étudiantes virtuelles dès le mois d'avril dernier, avril 2020, pour essayer de fournir des informations essentielles à nos étudiants à l'étranger. On a fait du un par un, le bouche à oreille continu, puis beaucoup de recrutement international qui se fait de bouche à oreille. Mais certainement, on a dû renforcer nos mécanismes de communication, de suivi, d'appui pour les étudiants. Et d'après moi, quand on parle de recrutement, moi, ça couvre toute la période jusqu'au moment où l'étudiant met pied dans la salle de classe ou à l'écran. Et alors, vraiment, la gestion des quarantaines, l'appui pour les voyages, etc., a été beaucoup augmenté dans la période de pandémie. Dans l'espoir, évidemment, que cette quarantaine soit derrière nous dans quelques mois. Pierre, on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, le résultat du sondage qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, on sait, c'est clair, la pandémie a changé nos vies, le contexte de recrutement des étudiants internationaux. Donc, la question qu'on vous posait, c'est que doivent faire les collèges et les instituts en priorité pour assurer le succès de leurs efforts de recrutement? Eh bien, c'est diversifier leur stratégie de recrutement internationaux. J'imagine que c'était la bonne réponse que j'avais tantôt. Est-ce que c'est c'est pas une surprise pour vous de voir qu'il faut diversifier nos stratégies, Pierre? Absolument pas. C'est exactement ce qu'on a fait, nous aussi. Si vous voulez, nous allons regarder maintenant deux courts extraits d'étudiantes internationales avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Laurence Diorflard. Laurence est originaire de l'île de la Réunion. Elle est étudiante au programme de photographie au cégep de Matane. Et ensuite, nous allons entendre Mélissa Soniatouchi. Mélissa est originaire de France, étudiante internationale au programme de technique en administration des affaires au Collège Boréal, dans le campus qui est situé à Toronto. Il y a certainement beaucoup de matière, Pierre, dans ce qu'on va entendre qui va vous permettre de lancer la conversation ensuite avec vos invités. On les écoute. Si les cégeps ici au Québec, ils ont comme un partenariat avec l'île de la Réunion. Et beaucoup de réunions d'information se font concernant les différents programmes que propose le cégep, concernant aussi la vie ici, les démarches à faire pour venir ici. Donc, c'est par ce biais-là d'information, de formation que je me suis intéressée, puis que j'ai vu que la photographie se faisait ici. Le cégep de Matane, dans le domaine de la photographie, il a vraiment une réputation à l'échelle internationale. Comment s'est fait ton intégration, Laurence, ici? Ça s'est super bien passé à partir du moment où j'ai été acceptée dans l'école. Donc, j'étais bien sûr très loin. Il y a une personne qui s'est occupée en fait de suivre tout notre cheminement d'intégration ici, de suivre nos démarches administratives au niveau de la CAQ, etc. Et une fois arrivé ici, le cégep s'occupait de savoir si on avait un logement, si on avait besoin d'un transport pour acheter nos fournitures. Puis s'est occupé aussi d'intégrer les étudiants québécois avec les étudiants internationaux, les différents programmes entre eux. Puis c'est ça, je trouve que c'est vraiment une communauté en fait que le cégep aide à créer. On a vraiment été aidés. Je dirais pas qu'on nous a déroulé un tapis rouge, mais un peu quand même. On a été chouchoutés, je dirais, par l'équipe du cégep, ouais. Est-ce que vous prévoyez, Laurence, repartir avec votre baluchon chez vous ou vous espérez rester ici au Canada? Ah, on se plaît bien ici quand même. Non, plus sérieusement, je pense pour poursuivre ma vie ici à la fin de mes études.
Visiblement, l'intégration s'est très bien passée dans ton cas, Laurence. Est-ce que c'est la même chose pour certains de tes amis autour de toi qui ont peut-être vécu des choses plus difficiles ou c'est sensiblement la même chose? Non, je pense que c'est sensiblement la même chose. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'intégration dans le pays, l'hiver, ça a été plus difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Mais, mais non, je pense que l'intégration s'est faite assez facilement pour à peu près tout le monde là. Merci beaucoup, Laurence. Bonne chance pour la suite des choses. Eh ben, ça m'a fait plaisir et puis merci à vous. Alors, j'ai décidé de venir étudier au Canada parce que j'ai une idée précise de ce que je veux faire plus tard. Et depuis que j'étais très très jeune, je m'étais dit, je vais aller étudier au Canada. Parce qu'il faut savoir qu'à l'international, le Canada a une excellente image. Et oui, évidemment, j'imagine que l'intégration est extrêmement importante, que tu te sentes bien reçu, bien accueilli. Est-ce que ça a été le cas? C'est une question qui se pose pas drôle. Le Canada, c'est un pays qui est bien plus qu'accueillant. Ses habitants sont exceptionnels. Maintenant, je vais parler vraiment au niveau de l'école. Ils sont vraiment bien formés à ce qu'on se sente en fait comme dans une seconde maison. Enfin, comme chez nous en fait dans notre pays. Donc, c'est-à-dire on a vraiment une intégration de A à Z. On nous explique le processus. On nous explique un petit peu la culture aussi, c'est important de la connaître et ça, c'est vraiment toute une démarche que l'école a fait avec moi. On m'a expliqué comment ça marchait, comme j'ai dit tout à l'heure, la méthodologie, le chemin emprunté. Mon plan, ce serait vraiment de m'implanter professionnellement au Canada. Je pense que j'ai le profil pour, parce que quand j'ai un petit peu regardé leur façon de fonctionner, leur façon d'embauche, leur façon de garder, si on est quelqu'un qui travaille, qui n'a pas peur des défis, au Canada, on peut réussir. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un pays d'opportunités. Et je pense qu'on a tous une graine, en fait, un peu à apporter. Et je pense qu'en ayant fait mes études au Canada, ça m'a permis de regarder un petit peu le fonctionnement du pays. Et je pense que si j'aurais pas fait mes études, j'aurais pas pu appréhender le monde du travail au Canada aussi bien que maintenant je suis préparée, en fait. Et voilà, on ne sait jamais de quoi est fait demain, mais si mes plans fonctionnent bien, ce serait Toronto, partir un petit peu sur le marché du travail, et pourquoi pas un peu plus tard refaire des études pour encore plus m'améliorer, voilà, mais c'est un peu plus tard. Alors déjà, je pense que c'est une grande opportunité d'étudier à l'étranger. C'est pas donné à tout le monde. Ça permet en fait d'avoir pour moi, une façon de réfléchir différente, une ouverture d'esprit qui est totalement différente. Et si je pars du Canada, voilà, sur mon CV, j'ai étudié au Canada, j'ai très bien réussi mes études. Et c'est un plus, parce que comme je l'ai dit, le Canada, je ne sais pas si vous, Canadiens, vous êtes au courant, mais ça a un fort bagage, en fait, sur le CV et sur l'expérience, en fait. Ouais, merci. Bonne chance, salut. Donc, c'est intéressant, Pierre, on se rend compte que la valeur du diplôme que ces jeunes étudiantes vont obtenir chez nous a vraiment une très grande valeur sur l'échelle internationale. Ah, tout à fait. La réputation du Canada comme destination pour les études est très, très bonne. Moi, je suis frappé par l'éloquence de ces étudiantes et je pense que c'est de bon augure pour le Canada qu'on puisse attirer des gens comme ça qui décident peut-être de rester aussi. Puis visiblement, on fait bien les choses. Dorloté, tapis rouge. Bref, ça se passe bien. Alors, écoutez, c'est l'occasion rêvée pour vous, Pierre, de nous présenter vos invités, où on va parler justement de recrutement international. On vous écoute. Merci beaucoup, Normand. Alors, Fadel, Miang, Annick Chailloux, Claude Marchand, bienvenue. Vous savez, les choses, ça ne serait pas de trop dire, de dire que les choses ont changé complètement il y a 1 an avec l'arrivée de la pandémie par rapport au recrutement international. Je pense qu'on pourrait parler longtemps des défis qu'on a vécus puis des changements que ça a imposés. Mais ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, finalement, c'est prendre une perspective large, profiter de l'ampleur de l'expérience, de la variété d'expériences qu'on a sur le panel, vraiment pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a fait, puis après ça, on va se tourner vers l'avenir et parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on prévoit. Donc, je me demande si je pourrais vous demander, je vais peut-être bien faire le tour, là, de nous parler peut-être d'un grand défi que vous avez vu dans votre contexte, d'une solution qu'on a apportée,
et peut-être un conseil ou un constat incontournable que vous voulez partager avec les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut commencer. Claude? Vas-y, si tu m'offres la parole. Merci, Pierre. Évidemment, si on reste dans le contexte du recrutement international, comme Denise l'a bien mentionné un peu plus tôt dans l'émission, il y avait vraiment de transformer nos stratégies, donc l'incapacité de pouvoir se déplacer pour aller à la rencontre des futurs étudiants internationaux était absolument une réalité, hein, de ne pas pouvoir aller à leur rencontre ou même d'être limité dans comment nous pouvions accueillir ceux qui se présentaient à Montréal ou sur nos différents campus. Donc, évidemment, il n'y a pas eu de magie, là. Tout le monde s'est fait prendre à l'expérience du virage digital. Donc, comment on pouvait tout digitaliser le plus rapidement possible. Donc, c'était vrai, évidemment, pour les cours qui ont été offerts en ligne, mais effectivement, sur les initiatives de recrutement d'étudiants internationaux, donc à travers des foires virtuelles, aligner nos équipes de recrutement donc sur des actions directes, là, de garder le contact, mais aussi des séances virtuelles, plutôt support aux étudiants pour briser leur isolement et leur fournir des réponses à leur incertitude. Donc ici, solution, vraiment, le virage digital a été clé dans la réponse de bien des institutions, j'imagine, Pierre. En effet, c'est peut-être la chose qui a le plus caractérisé l'année dernière, ça a été cette grande incertitude-là qui ne s'est jamais vraiment réglée jusqu'à aujourd'hui. Je me demande, Fadel, de votre point de vue. Oui, merci Pierre. Alors, du point de vue du Sénégal, le grand défi, c'est de pouvoir maintenir justement cette réputation qu'avait le Sénégal, ou qu'a toujours le Sénégal, en termes d'enseignement supérieur. Ce qui faisait que dans la sous-région, beaucoup de jeunes bacheliers des pays d'Afrique de l'Ouest avaient une bonne compassion à venir faire leurs études. C'est vrai qu'avec la pandémie, ça a beaucoup changé. À un moment donné, les frontières étaient fermées, même si actuellement elles sont réouvertes, avec beaucoup de difficultés pour les jeunes à se déplacer. Et du coup, dans les formations, comme ce qui a été dit par nos prédécesseurs sur l'aspect bimodal de la formation, la mise en place de formations à distance n'a pas permis totalement de régler le problème des formations universitaires et post-collégiales. Donc, le principal défi ici, c'est de faire en sorte que l'attractivité que nous avions, et en grande partie au niveau de cette image de réputation, de notoriété, venant en Afrique de Léopold Sédar Senghor, un grand francophone que tout le monde connaît, et également d'autres personnes de renommée qui ont fait leurs études au Sénégal, qu'on puisse maintenir cette réputation et cette renommée. Alors, en termes de conseils, peut-être qu'on y reviendra plus tard dans les discussions, de faire en sorte que le fait de passer à une partie en numérique ne soit pas un frein à justement baisser cette attractivité dans l'espace universitaire, dans l'espace d'enseignement supérieur au niveau national. Merci Fadel. Annick, en France, en Europe, votre perspective? Merci. Donc, moi, je ne parlerai pas de l'enseignement numérique, tout le monde en a parlé, mais par contre, je voudrais un petit peu m'exprimer sur le comportement que nous avons eu, nous, dans l'enseignement supérieur par rapport aux étudiants qui étaient à l'international. Donc, l'année dernière, il y a un an, quand le confinement a eu lieu en France, nos universités, et on a passé un temps énorme à rapatrier les jeunes, parce qu'on ne savait pas vers quoi on allait. On a eu peur un petit peu de façon abrupte, sans savoir trop où on allait. Donc, il est vrai qu'au Canada, les jeunes que nous avions au Canada se sentaient vraiment en sécurité, alors que nous, c'était un petit peu la panique en France. Voilà. Mais par contre, quelque chose qui est complètement nouveau et sur lequel on a été un petit peu surpris là depuis quelques mois, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, les jeunes veulent partir. Il y a une demande très, très forte pour partir à l'international et pas qu'en Europe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Cette chape de plomb qui pèse sur nous et encore plus sur nos jeunes fait que le jeune
veut partir à l'international à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que on va l'aider, on va les aider. Actuellement, on travaille, nous, sur la rentrée prochaine, à faire en sorte de pouvoir que les jeunes puissent réaliser des mobilités à l'étranger, à l'international. Mais ce qui est assez difficile pour nous, c'est quand même l'incertitude de est-ce qu'ils vont pouvoir partir, est-ce que ce que ne veulent pas les jeunes, c'est travailler depuis chez eux. Ça fait 1 an qu'ils sont dans leur famille. Il faut penser que ce sont des jeunes qui avaient l'habitude d'avoir un logement, d'avoir une indépendance. Et donc là, ils sont revenus chez leurs parents et ils ne se voient pas faire de l'international à domicile, comme on peut dire à l'heure actuelle. Quelques semaines, pourquoi pas, sachant qu'avec le Canada, la difficulté qu'on rencontre, c'est le décalage horaire aussi. Donc, pour nous, ça fait travailler à des heures très, très, très tardives. Et ce que veulent les jeunes aussi, c'est de pouvoir découvrir tous les échanges culturels, le mixage des jeunes de tous les pays. Ça leur manque énormément. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. En fait, j'aimerais peut-être relancer la question à tout le monde aussi. Sur cette question-là, nous, on a vu au CCNB des efforts déployés pour que quand même l'activité sociale, l'interaction puisse se faire de façon virtuelle. On s'entend que c'est pas la même chose, mais qu'il y avait quelque chose. Et je me demande quel a été le vécu des autres. Est-ce qu'il y a eu des stratégies de mise en place pour assurer une activité? Oui, ça a été assez extraordinaire, Pierre. On a vu effectivement des événements de célébration être mis en place. Nos équipes services aux étudiants ont fait des parties, là, des fêtes filmées avec un DJ sur le toit du campus, filmées avec des drones. Donc, évidemment, le mois de mai chez nous est synonyme de projets finaux d'études. Et la majorité des équipes ont réussi à rendre digital, dans le fond, soit nos défilés de mode et d'autres projets. Donc, tout a été un peu virtualisé. Mais je pense que un des points majeurs, c'est que toute cette incertitude et ce besoin de support des étudiants, donc oui, il y avait un besoin de socialisation et de célébration, mais ce besoin d'encadrement nous a imposé une revue de tous nos contenus d'aide et de support qui étaient autrefois sur campus. Comme ça, tu allais voir un intervenant, mais il n'y avait pas de librairie ou il n'y avait pas vraiment de documentation de tout ce qui était à la disposition des étudiants. Et de devoir tout virtualiser nous a vraiment permis de recommencer à zéro, d'aller regarder ce qui se faisait et de le ramener aux étudiants. Donc, vraiment une belle opportunité amené par cette pandémie, finalement, de revoir l'ensemble des services d'aide et de support, en plus des célébrations qui est extraordinaire, Pierre. Tout à fait. Je ne sais pas si le phénomène a été aussi répété dans vos régions, en Afrique, en Europe. Je peux vous dire qu'ici, dans les Maritimes, on a eu des spectacles musicaux, artistiques phénoménales durant la pandémie, mais aussi, je pense que c'est un bon point que Claude nous soulève. La pandémie a aussi créé une opportunité. Cette remise en question, cette déstabilisation des pratiques traditionnelles a ouvert la possibilité à de l'innovation. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça? Est-ce qu'il y avait des choses qui vont perdurer? Annick, tu vas chez vous. Pierre, si je peux. Vas-y. D'accord. Alors moi, au niveau innovation, quand on voit qu'on est temps d'une distance d'Atlantique, je me dis que le fait qu'à l'heure actuelle, on puisse se parler aujourd'hui, alors qu'on est sur 3 continents différents, c'est une carte à jouer pour permettre aux jeunes de se rencontrer. Pourquoi ne pas faire des projets communs entre des collèges au Canada, des établissements, des universités en Afrique ou des collèges en Europe, de manière à utiliser tout ce potentiel de puissance numérique qu'on a mis en place pour travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble, parce que l'international, c'est la découverte aussi de différentes cultures et aussi
pour le monde professionnel de savoir comment travaille l'autre et pouvoir faire des échanges et travailler de façon efficace. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on développe cette notion de travailler ensemble sur plusieurs continents, sur des projets. Une formidable occasion, en effet. Fadel? Oui, merci Pierre. Donc, ce qu'on a le plus gagné de lancer la COVID, c'est l'explosion des technologies. L'explosion dans le bon sens du terme. À savoir que les opérateurs ont doublé les capacités, ont mis sur pied la 4G+, par exemple, qui fait que la fracture numérique entre l'Afrique de l'Ouest et les autres continents s'est beaucoup réduite. Donc ça, c'est un effort supplémentaire qui a été fait pour permettre justement à nos étudiants, à nos formateurs, aux dispositifs médicaux de pouvoir profiter de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est un gain pour lequel on ne peut pas revenir en arrière. Également, au niveau des campus, ce qui a un peu manqué, c'est que le campus dans nos pays africains, c'est un espace de socialisation. Et cet espace de socialisation a été cassé par justement cette maladie. Ce qu'on aimerait, c'est que dans le futur, qu'on ne coupe pas totalement avec les acquis qu'on a eu avec le digital. Donc l'idée, ce serait, en tout cas pour certains des établissements, de faire du bimodal. Donc autour de 30% pour la partie virtuelle et de 70% pour la partie présentielle, suivant les disciplines, on va dire. Ça, c'est plus pour les disciplines scientifiques. Ça, c'est pour garder justement le contact humain, parce qu'on sait tous qu'en Afrique, et spécialement en Afrique de l'Ouest, le contact humain est très important du point de vue psychologique et psychique au niveau de nos populations. Voilà ce que je pouvais en dire pour l'instant. Merci. En fait, vous avez fait allusion à quelque chose qui était un peu le renvers de la médaille. Nous, on a découvert dans le vaste pays du Canada les limites de la bande passante en région rurale pour la participation aux études en ligne. Et même dans les communautés urbaines qui avaient une inégalité d'accès à la bande passante. Et donc, on avait des étudiants, en fait, étudiantes qui n'avaient pas les technologies, qui n'avaient pas d'accès à la maison, à la bande passante, qui dépendaient des endroits publics, des laboratoires du collège pour faire leur travail en ligne et qui maintenant, isolés à la maison, en quarantaine, n'avaient pas accès aux outils à distance. Je ne sais pas si on a vécu ailleurs le même phénomène, mais ça a été marqué pour nous. Oui, Pierre, on a certainement été des témoins là, un peu privilégiés de ça, puisque en 48 heures, à partir de notre campus de Montréal, on a dû rendre digital les 23 campus Collège La Salle sur la planète. Hein? Et vraiment, le seul pays où on a rencontré des limites extrêmes dans notre réseau, ce fut l'Indonésie. Mais on a été surpris à quel point, en Afrique de l'Ouest, dans nos campus au Maroc, en Tunisie, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique, en Turquie, on a été agréablement surpris de la vitesse à laquelle on a réussi à envoyer tous nos étudiants en classe virtuelle. Et ils le sont encore. Donc oui, certainement, il y a des enjeux dans les Laurentides, si près de nous. Et d'ailleurs, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont fait des belles annonces en ce sens cette semaine. Mais il y a vraiment eu une accélération de la prise de conscience du digital au-delà des pays déjà comme le Canada, les États-Unis et l'Europe, vraiment dans presque tous les pays du monde. Et je pense que les gouvernements où c'est pas possible aujourd'hui, je vous parlais de l'Indonésie, vont avoir le goût de mettre la pédale au fond là, dans les prochaines années pour reprendre le terrain perdu. Là. Et puis d'ailleurs, combien d'étudiants internationaux cette année ont commencé leurs études canadiennes à distance? Et là-dessus, évidemment, je salue à quelle vitesse le gouvernement fédéral s'est retourné de bord. Là. Je pense que ça a été salutaire pour plusieurs de nos institutions, collèges et instituts à travers le pays. Et ça nous a positionnés comme leader, comme pays, au niveau des étudiants internationaux, Pierre. Oui, en effet. Puis je pense que c'est important de saluer le rôle primordial qu'a joué CICAN dans cette revendication au fédéral de vraiment
On a aidé dans les régions, mais ça a été l'équipe de Denise qui a vraiment mené ce dossier-là. J'ai une question peut-être pour toi. Est-ce que tu penses que dès l'année prochaine, là, les études en ligne vont être une des stratégies pour ton institution aussi, pour peut-être que les étudiants, puis on parle aussi d'accessibilité des études au Canada, c'est pas donné, on en parlait avec Annick. Est-ce que le online va avoir une place, est-ce que ça va demeurer dans votre institution? Alors, je serais intéressé d'avoir l'opinion de tout le monde. Nous, chez nous, certainement, on va garder une composante importante digitale. Ça a ouvert des possibilités qui n'existaient pas avant. Par exemple, nous, on est répartis sur 5 campus. Tout à coup, dans le numérique, on peut avoir un professeur sur un campus qui enseigne aux étudiants des 4 autres. Donc, les étudiants ont l'occasion d'interagir avec un champ plus large d'enseignants, d'avoir plus de perspectives. Très intéressant pour toutes sortes de monde. Puis aussi, pour la première fois, ça c'est un phénomène que je ne m'attendais pas, plusieurs de nos enseignants, comme ils ne pouvaient pas dépendre de leur méthode traditionnelle, ont dû travailler avec des spécialistes de la pédagogie, de l'andragogie, pour concevoir de cours qui étaient plus actifs et qui répondaient mieux à cet environnement-là. Donc, moi, j'espère qu'on va faire des gains au niveau de la pédagogie à long terme aussi. Alors, Annick, Fadel, dans votre contexte, est-ce que vous voyez que le numérique va continuer? Fadel, vous avez mentionné tantôt peut-être jusqu'à 30% des cours. C'est ça. J'ai donné cet exemple qui s'applique bien pour les programmes de formation plus professionnels et techniques et scientifiques. Parce que le frein à ce niveau-là, c'est lorsqu'on doit faire de la pratique. Et quand on doit faire la pratique, actuellement, les technologies, les bandes passantes, les outils, les applications ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire lorsqu'on est en présentiel. Et que dans ces formations professionnelles, techniques, scientifiques, le fait de cibler 30%, ce serait les parties théoriques de la formation, pourrait se faire à distance. Et maintenant, tout ce qui est formation pratique, les travaux pratiques, se ferait en présentiel dans les cas. Maintenant, de l'autre côté, si ce sont des formations plus humaines, littéraires, là, on pourrait inverser les pourcentages. Maintenant, également, ce qui se pose comme difficulté, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est la non-égalité de la qualité de la bande passante sur tout l'espace du territoire. Ça, il faut l'avouer. Les qualités dont je parlais tout à l'heure, c'est essentiellement lorsqu'on est dans les capitales régionales, les capitales départementales. Et l'autre chose également, c'est que c'est le coût des connexions. Les étudiants se plaignent, et nous les comprenons, hein, que les coûts de connexion sont assez élevés par rapport à leur niveau de revenus. Et le programme du gouvernement actuellement, c'est d'avoir quelque chose de très spécifique, des offres spécifiques pour les étudiants, pour leur permettre de pouvoir suivre le maximum d'enseignements à distance. En effet. Et Annick, la situation en Europe, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la pérennité du numérique? Alors, en Europe, d'un point de vue général, le numérique va rester, mais après, il faut faire, je pense, une distinction entre les formations technologiques. Donc là, moi, je représente un petit peu l'ensemble, on va dire, des instituts universitaires de technologie où 40% de l'enseignement est de l'enseignement pratique. Donc l'année dernière, quand tout a fermé au mois de mars, nous avons monté ces séances en numérique. Alors, on a été aussi vraiment accompagnés par nos ingénieurs de pédagogie numérique. On a découvert sur le terrain vraiment en 48 heures, nous c'était presque 24 heures où il a fallu se mettre au point et essayer de monter des choses. Là, cette année, à la rentrée de septembre, on a eu la chance de pouvoir revenir en présentiel pour toutes les matières pratiques. Donc ça, c'était un beau défi parce que c'est quand même très, très important de pouvoir travailler d'un point de vue pratique. Pour le futur, je ne sais pas. Moi, je trouverais vraiment dommage qu'on n'arrive pas à profiter de toutes nos montées en compétences que nous avons eues là depuis un an.
Je pense que certaines, alors il y a certaines formations, je pense à certaines formations universitaires qui vont rester en numérique pour permettre de pouvoir justement partir des grandes villes et pouvoir, par exemple, mettre à disposition de l'enseignement à distance pour éviter que les jeunes ne partent sur les grandes villes, restent un petit peu dans les campagnes. C'est pas péjoratif, mais ça évite aux familles de payer en logement parce que, par exemple, quand vous faites des études sur Paris, à l'heure actuelle, c'est abominable de trouver un logement. Déjà, c'est difficile de trouver un logement et après, les prix pratiqués sont vraiment très, très importants. Donc, je pense qu'un certain nombre d'enseignements en numérique vont rester pour justement permettre à une plus grande majorité de jeunes de pouvoir faire des études. Parce que c'est vrai que les études sont peu payantes en France, mais à l'heure actuelle, tout ce qui est étudiant n'existe plus, ou très très peu, puisque nous, tout ce qui est système de restauration est fermé. Donc, beaucoup de familles aussi ont eu une perte de revenus qui est assez importante. Et je pense que déployer, comme nous l'avons fait avec les instituts universitaires de technologie, mailler le territoire national avec des formations qui vont être réalisées dans des salles, dans des petites villes, ça peut être un point très, très positif. Et ça évite le déplacement humain dans les grandes villes, puisque justement, cette Covid nous a montré que les rassemblements à grand nombre de gens, c'était pas bon. Voilà. En effet. Alors, vraiment, peut-être des gains d'accessibilité dans tous les sens du mot. Alors, ça, c'est... Et vous savez, le défi financier que vous avez nommé, c'est un défi qu'on a vu aussi. Nos étudiants ont subitement perdu leur emploi qui les employait de 15 à 20 heures par semaine. Et il y a eu des crises financières, il y a eu un drame humain qui s'est déroulé au printemps dernier auquel on a dû répondre aussi comme institution. Alors, mais une des choses que je vous entends parler, on dit de faire un virage en 2 jours sur 27 campus. Nous, on l'a vécu, on a eu 3 jours pour passer au numérique. Alors, un des avantages de la pandémie, c'est qu'on a déjà appris à faire l'impossible. Alors maintenant, il n'y a plus rien qui nous fait peur. On est capable d'affronter presque n'importe quoi. Alors, en fait, peut-être qu'on pourrait terminer sur la question, qu'est-ce que vous pensez des perspectives d'avenir par rapport à l'intérêt pour les études internationales? Je sais, Annick, vous avez déjà parlé un peu d'un intérêt qui semble surgir chez vous. Claude, qu'est-ce qui se passe dans vos marchés? Bien, je pense que tous les chiffres de l'industrie pointent présentement dans la même direction. Hein. Donc, c'est vraiment signe d'espoir. Évidemment, il y a différents scénarios. Donc, pour l'automne, je crois que l'on peut espérer un certain retour à la normale, du moins c'est ce que les institutions souhaitent. Je crois que c'est aussi ce que le gouvernement souhaite également. Et comme il y a la montée là, des campagnes de vaccination un peu partout, c'est de bonne augure. Non, je pense que les chiffres, Annick nous le disait par rapport à la France, on a les mêmes chiffres qui sont sortis un peu plus tôt cette semaine au niveau de ICEF qui présente un peu l'état de la nation du côté de l'Afrique francophone aussi, que les étudiants ont hâte de retrouver, notamment les institutions canadiennes. Donc, je pense que c'est de bon augure, Pierre. Tout à fait. Fadel, de votre côté, je sais que vos étudiants n'ont pas perdu le goût de voyager. D'ailleurs, certains ont pris des risques épouvantables pour atteindre les études. Absolument, Pierre. Ça, c'est le lieu vraiment de le dire et de le souligner, de le regretter. Du fait de la pandémie, certains bacheliers, certains même titulaires de diplômes d'enseignement supérieur se sont vus contraints de prendre des pirogues
et des bateaux très sommaires pour traverser la Méditerranée ou tenter de traverser la Méditerranée, au risque de leur vie, évidemment. Beaucoup en ont perdu la vie pour pouvoir rejoindre l'Europe parce que toutes les frontières étaient fermées, les aéroports, les frontières terrestres, etc. Ça, c'était très dramatique au niveau national. Et le fait de, peut-être, d'attirer d'autres étudiants vers le Sénégal, ça va peut-être leur donner un peu plus d'espoir. À un moment donné, on a senti que ces jeunes-là n'avaient plus d'espoir par rapport à leur pays. Maintenant, le grand défi, maintenant, c'est de faire en sorte qu'ils aient à nouveau espoir dans leur pays, sous diverses formes. Bon, il serait trop long de détailler tout ça durant cette émission, sans prendre trop de temps. En tout cas, c'est ici le lieu de déplorer le fait que des jeunes, du fait de la pandémie, du fait des problèmes économiques, des fermetures des universités, ont été obligés de perdre la vie en Méditerranée en voulant rejoindre l'Europe. Et certains, tout simplement, pour pouvoir poursuivre leurs études, justement, lorsqu'ils auraient atteint les côtes européennes. Tout à fait. Tout à fait. Je sais qu'une des choses avec lesquelles nous, on compose beaucoup actuellement, c'est la question de qu'est-ce qu'on peut dire honnêtement à nos étudiants canadiens et internationaux par rapport à qu'est-ce qui va se passer cet automne. On peut certainement parler de nos souhaits, de notre espoir qu'on puisse passer à plus de présentiel, que les frontières soient plus ouvertes, ainsi de suite. Mais je me demande comment vous composez avec cette incertitude qui demeure encore. On parle de nouvelles variantes qui arrivent, on parle de troisième. En fait, on voit dans certaines régions une troisième vague d'infection qui semble se développer. Alors, comment on compose avec l'incertitude? Mais je pense que, Pierre, on compose avec l'incertitude. On a appris à développer plusieurs scénarios. Donc, on travaille sur plusieurs scénarios du même coup. Je pense que c'est la clé. Mais le deuxième élément, je pense, qui est d'intérêt pour l'ensemble des équipes dans les collèges et instituts par rapport au recrutement d'étudiants internationaux, c'est qu'à mon avis, dans le futur, les étudiants potentiels vont magasiner leur expérience digitale aussi. Donc là, toutes les institutions ont fait du digital, mais tous les étudiants étaient pris avec leur institution. Donc, ils n'ont pas eu la chance de magasiner en soi leur expérience digitale. Je pense que les candidats internationaux que nous allons rencontrer dans toutes les villes du monde, dans les salons qui reprendront dans les prochaines années, vont questionner nos équipes à savoir justement sur quelle plateforme est-ce que vos enseignants se connectent, la fluidité. Ils vont regarder aussi le processus de bout en bout, comme vous l'avez mentionné, Pierre, de la cueillette d'informations jusqu'à la graduation, jusqu'aux événements. Donc, je pense là, qu'en se tournant vers l'avenir, l'expérience digitale des institutions d'enseignement va être scrutée à la loupe par les futurs étudiants. Et donc, ça va être moins une guerre de qui a la plus belle bannière dans le salon de l'étudiant et qui présente la meilleure expérience digitale de bout en bout. Si vous me permettez, Pierre, j'aimerais profiter de l'occasion pour entreprendre la conversation avec vous tous en vous posant des questions plus précises, peut-être à la lumière de ce qu'Annick nous disait tantôt quand elle nous disait que les jeunes veulent partir. Quels sont les marchés émergents, à votre avis, Annick, que les jeunes peuvent retrouver quand ils viennent étudier au Canada? Ce que veulent les jeunes, c'est des grands espaces. Je crois que c'est un peu ça. Pouvoir faire des rencontres. Et ils ne discutent pas sur la qualité de l'enseignement. Comme on a dit tout à l'heure, l'enseignement, il est de qualité, il est reconnu en tant qu'enseignement de qualité. Par contre, ils veulent pouvoir avoir de l'enseignement en présentiel et ils veulent pouvoir aussi avoir une classe, pouvoir échanger, pouvoir visiter. Voilà, un petit peu toutes les attentes d'un jeune de 20 ans ou de 18 ans. C'est ça qui. C'est pas forcément là, à l'heure actuelle, quand un jeune souhaite partir, il ne va pas regarder l'accompagnement que va faire le collège, va lui proposer le collège. Ça, c'est dans un deuxième temps. Il sera content, bien sûr. Fadel, c'est la même chose chez vous? Oui, avec une petite variante, parce que chez nous, on dit toujours, il y a un adage qui dit qu'un jeune, il rêve toujours de voyager, quel que soit, c'est pas spécifique à l'Afrique ni à l'Afrique de l'Ouest.
nos jeunes rêvent toujours de voyager. Vous pouvez lui enlever, vous pouvez l'empêcher de voyager, mais vous ne pourrez jamais l'empêcher de rêver. Alors, c'est vrai qu'ici, les jeunes, quand ils essaient de sortir du Sénégal, ils vont là où c'est plus facile. Vous avez tout le dispositif de délivrance de visas, de permis d'études, qui font que des fois c'est plus facile en Europe ou c'est plus facile au Canada. Les dernières années, c'est vrai qu'il était beaucoup plus facile pour nos jeunes Sénégalais en Afrique de l'Ouest de poursuivre leurs études au Canada que de les poursuivre en Europe et principalement en France, du fait des critères d'attribution des visas. Bon, évidemment, l'année dernière et cette année, tout ça c'est beaucoup plus durci, donc quasiment les jeunes ont très peu voyagé. Maintenant, on espère qu'à partir de l'année prochaine, là, on leur donnera à nouveau cette possibilité-là de voyager, parce que le voyage est indispensable pour un jeune, à mon avis. Et Pierre, qu'est-ce qu'on met en lumière quand on veut attirer, par exemple, de jeunes Français, de jeunes Françaises ou des gens qui proviennent du Sénégal? Qu'est-ce qu'il faut leur vendre pour les attirer chez nous? Alors, je peux vous dire, c'est certainement, il y a une question de l'expérience qu'ils vont vivre, parce qu'ils viennent ici pour expérimenter quelque chose. Ils prennent le diplôme comme acquis. Ça, ils vont l'avoir, mais ils cherchent aussi c'est quoi la qualité de l'expérience d'un côté. Et je peux vous dire qu'à 3/4 ou 80% des étudiants et étudiantes qui viennent chez nous sont aussi intéressés d'intégrer le Canada par la suite. Alors, pour eux, pour elles, ils cherchent des occasions de s'intégrer dans des réseaux professionnels, d'obtenir une expérience pratique, des emplois qui vont leur mener à la possibilité de la résidence permanente et de l'immigration. Donc ça joue certainement très large dans l'esprit de nos étudiantes et étudiants internationaux. Et Claude, je comprends que vous êtes présent un peu partout dans le monde, mais quel est l'attrait des jeunes qui veulent venir vivre chez nous? Ben, je pense que j'abonde exactement dans le même sens que Pierre. Là, la marque Canada au niveau éducation supérieure, aujourd'hui, je pense que c'est la première au monde, là, devant nos amis américains du UK et de l'Australie. Et ça, il y a vraiment un engouement là, dans les chiffres présentement qui est démontré dans les chiffres vers le Canada comme destination. Une destination, évidemment, pour vivre une expérience. Et d'ailleurs, parce qu'on leur a offert de commencer leurs études en ligne, hein, c'était une des limites. Donc, on leur a dit, pas de problème, pandémie, pas de problème. Vous pouvez commencer à distance. Et la réponse a été, dans 80-90% des cas, merci, mais non merci. Nous, on venait chez vous pour vivre Montréal. On venait chez vous pour vivre le Québec, vivre le Canada. Donc, repoussez mon inscription d'une session et je viendrai bien un peu plus tard. Donc l'expérience y est pour beaucoup. Et comme Denise l'a mentionné, évidemment, la réputation des collèges et instituts canadiens au niveau formation technique, appliquée, est très, très bien perçue à l'international. Et ça aide. Une question que je dirige vers Fadel, qui vous est adressée directement. Fadel, oui. Est-ce que les étudiants africains vont vouloir venir au Canada alors que le gouvernement africain font des efforts pour garder le talent chez eux? Et j'imagine que c'est la même chose en France. Vous voulez garder ces jeunes, en principe? Oui, mais bon, c'est le jeune qui décide finalement, parce que c'est le grand marché international, c'est la mondialisation. Donc, le jeune, il ira là où il se sentira le mieux, le plus considéré, là où le marché du travail futur peut-être sera le plus attractif. Comme je disais tout à l'heure, les politiques actuelles au niveau des frontières ne permettent pas au gouvernement en tant que tel d'empêcher un jeune de partir et au pays d'accueil de délivrer des visas. Donc, si le pays d'accueil donne le visa, le jeune y partira. Mais le pays en tant que tel d'origine ne peut pas empêcher le jeune de partir. Même s'il y a des politiques, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, des programmes qui s'intitulent « Réussir en restant au pays ». Je disais tout à l'heure également un projet avec la France comme le campus franco-sénégalais, avec des collaborations entre des établissements français et des établissements sénégalais pour que les jeunes, au moins pendant le premier cycle, fassent ses études au Sénégal. Donc tout ça, c'est beau, mais sous réserve que le jeune veuille rester. Parce que s'il veut partir, personne ne pourra l'empêcher de partir. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une nuance, Normand, à faire aussi, si je peux me permettre. Souvent, les étudiants européens viennent faire un stage ou une année chez nous. Tandis que de notre côté, en tout cas, les étudiants de l'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb viennent pour faire leurs études entières chez nous et avec l'intention de rester. Tandis qu'un Français, un Belge, un Suisse va vouloir venir faire une année, comme c'est encouragé dans le système européen,
et retourner par la suite chez eux. Ouais. Si je peux renchérir, Normand, ta question était fort pertinente. Ça revient vraiment à la stratégie de recrutement d'étudiants internationaux. Ouais. L'importance de la segmentation, justement. Quels étudiants l'institution tente de séduire pour venir dans son campus, parce que il y a différents marchés, finalement, et différents étudiants qui ont différents besoins. Donc la segmentation est vraiment à la base d'une stratégie solide de recrutement d'étudiants internationaux. On ne débarque pas au Sénégal pour aller visiter toutes les écoles secondaires. On essaie de cibler en fonction du profil de notre institution. Ouais. Annick, vous recommandez, vous aussi, aux jeunes qui vont cogner à la porte chez vous de partir et de venir au Canada? Oui, mais moi, je ne parlerai pas de perte de talent. Nous, on va parler de différenciation dans le CV. Donc, les jeunes ont besoin de différencier leur CV et d'avoir des expériences qui leur sont propres et adaptées à leur projet professionnel. Et donc, aller au Canada pour acquérir une autonomie, pour acquérir une formation de qualité qui n'est pas forcément délivrée dans l'établissement où ils sont, c'est vraiment un plus. Et comme vous le disiez, c'est souvent un stage ou un semestre, 2 semestres, un double diplôme, un codiplôme. Et après, les jeunes ont peut-être l'intention d'y rester un petit peu, mais ils n'ont pas l'intention de rester qu'au Canada. Ben ouais. Quelqu'un qui est déjà parti partira ailleurs. C'est exactement ce que nous disait la jeune étudiante Mélissa tantôt, Pierre. Tout à fait. Je peux aussi vous dire que pour nous, en tout cas, il y a un lien extrêmement fort entre nos activités de développement international, c'est-à-dire les projets qu'on fait au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et le nombre d'étudiants qui vont avoir un intérêt de venir chez nous. Je peux vous dire qu'il y a une corrélation, pas tout à fait de 100%, mais une très forte corrélation entre nos activités sur le terrain, nos liens dans les pays et le recrutement qu'on fait. Écoutez, il nous reste à peine 3 minutes d'émission. On vous libère tous à 13h, heure d'Ottawa. J'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table et que vous me disiez à tour de rôle ce que vous avez retenu de votre expérience aujourd'hui et de ce que vous pensez du recrutement futur des étudiants internationaux. Je commence avec vous, Annick. Pour le recrutement, c'est offrir un petit peu de rêve dans une réalité qui n'est pas très agréable à l'heure actuelle. Voilà. Oui, c'est un petit peu le mot de ma Un peu la même chose et surtout garder espoir, parce que bon, on a un peu perdu espoir l'année dernière. Cette année, l'espoir revient un peu. En tout cas, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, on a pu échanger sur 3 continents différents. Ça nous permet de garder espoir pour l'avenir. Et on a compris, Claude, que tout est différent. Est-ce que vous attendez à avoir quand même une bonne année de recrutement, si on peut dire ça comme ça? Mais moi, je pense qu'au niveau du contexte, du moins qui était notre premier élément de discussion, là, je pense que la magie a vraiment opéré grâce à nos équipes administratives de recrutement et d'enseignants sur le plancher. Là, quand on dit qu'on a viré au digital en 48 heures pour le bénéfice de nos étudiants, il n'y a pas d'autre mot qui me vient en tête que magie. Et elle a seulement opéré à cause notamment des enseignants. Je n'ai aucune idée comment ils ont réussi à réagir aussi rapidement. C'est absolument fabuleux. Et comme Pierre l'a dit, cette crise-là nous a fait réaliser qu'on pouvait faire plus ensemble. Et quand on voit les chiffres donc des jeunes qui continuent à rêver malgré la crise, on peut espérer là, que cette crise-là, finalement, qui nous a retenus à distance pendant toute une année, peut-être 18 mois, va finalement nous ouvrir vers un monde un peu différent et pourquoi pas amélioré. Mais l'éducation internationale va toujours avoir une place importante pour les années à venir là, et reviendra probablement plus forte. Donc oui, j'ai beaucoup d'espoir pour notre rentrée en septembre, pour l'ensemble des communautés pour qui ces institutions d'enseignement-là ne sont pas seulement des écoles, mais un moteur économique aussi important pour énormément de familles qui en dépendent. Absolument. Donc, beaucoup d'espoir pour septembre 2021. Pierre, même chose chez vous? Oui, et je peux dire qu'on voit aujourd'hui la puissance du partage international et de la technologie qu'on a vraiment mise en valeur cette année. Dans notre échange, moi, j'ai appris des choses que je vais retenir aujourd'hui. Notamment l'idée d'avoir de la collaboration entre nous dans les activités des étudiants. Mais ce genre de partage-là
est un symbole. C'est une des raisons pourquoi on a besoin de garder la possibilité du recrutement international. Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'arrête, puisqu'il est presque 13 heures maintenant. Je vous remercie, Claude Marchand, beaucoup de votre présence aujourd'hui. Annick Chailloux qui nous parlait de Bretagne et Fada Niang à partir du Sénégal. Je vous remercie beaucoup. Pierre, ça fut un véritable plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Pour moi également. Alors, merci à tous. Moi, je vous dis de ne pas oublier de vous inscrire au congrès annuel Connexion de CICAN qui aura lieu de façon virtuelle du 26 au 28 avril prochain. L'adresse, vous la voyez juste à ma gauche. Et ne manquez pas notre prochain épisode de l'émission de notre web Télé Perspective en direct. Ce sera le mercredi 14 avril. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.